tous les jours de 14h30 à Est-ce que 21h. vous avez pu identifier les éléments, à partager cette première rencontre ou cette non-rencontre? C'est bon. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on mette ensemble tous ces éléments-là. Hop, je vais prendre des notes. J'en ai. Je sais pas si c'est ça que vous voulez comme exemple, mais j'en ai pas beaucoup d'autres. Je suis pas soignante. Donc... Qu'est-ce que vous avez pu... Oui, mais vous gérez des équipes ou... Quelle est la nature des rencontres que vous avez partagées? Avec qui? Est-ce que c'était plutôt de nature professionnelle, dans le soin? Alors, évidemment, sur le statut de chacun, mais on peut être tous concernés par une rencontre avec le soin. Donc, qu'est-ce qui est ressorti de ce premier point? Ouais, en tant que soignant, la nature de la rencontre, c'est plutôt professionnel. Mais justement, la question, c'est qu'en fait, c'est la condition de possibilité, c'est l'aspect professionnel. Voilà. Alors, l'aspect professionnel, ça veut dire? Le cadre, le statut, le rôle, le jour de la rencontre qui est prévu, tout l'aspect, toute la formalité qu'il y a autour des conditions de possibilité de cette rencontre, en fait. C'est ça qui l'a conditionné. Et ce qui a suscité vraiment une rencontre plus particulière ce jour-ci, c'est vraiment la rencontre d'une souffrance. C'est un patient que je suivais depuis longtemps qui m'a annoncé à 45 ans qu'il avait un cancer du cerveau qui était métastasé au poumon et un peu partout. Donc il m'a annoncé sa fin de vie à venir, quoi. Donc tout le cadre était comme d'habitude. Voilà. Et par contre, là, ce jour-là, il y a eu une autre forme de rencontre, oui. Parce qu'il y a autre chose qui s'est ajoutée à ce cadre. Oui. C'est ça, hein? Oui. Là, pour le coup, il y a une dimension humaine, bien sûr, mais surtout une dimension qui s'inscrit dans la durée. Enfin, je sens dans ce que vous dites qu'il y a... C'est parce que c'est un patient que vous connaissiez aussi depuis longtemps qu'à un moment, bien sûr. Il y a eu quelque chose de la rencontre qui s'est créé. Bien sûr. C'est un processus, c'est pas un instant. Voilà, ça s'est marqué à ce moment-là parce que ça s'inscrivait dans une relation qui s'est construite, en fait. Bien sûr, Oui, puis c'est ce que j'expliquais, il y a une identification, un transfert, en fait. Parce que, voilà, il était un peu plus âgé que moi, mais il avait des enfants, on avait des enfants du même âge. Et puis quand on suit des patients sur des dizaines d'années, il y a toujours aussi un lien qui se crée, quoi. Alors est-ce que paradoxalement, du coup, finalement, cette rencontre, elle n'est pas venue un peu perturber la dimension professionnelle que vous évoquiez juste avant? C'est-à-dire que finalement, cette logique de transfert, elle vient estomper un peu les frontières habituelles entre le professionnel et le soigné. Oui. Et quand vous en faites écho, en tout cas, vous faites écho à une proximité de personnes que vous auriez pu rencontrer dans une autre sphère que la sphère professionnelle. Oui. L'âge, les enfants en commun. Oui. Oui, là, il y a quand même, dans cette notion, il y a quand même une mise à nu aussi du patient. Il y a une mise à nu qui est réelle, sur une table d'ostéopathie, mais figurée aussi, quoi, dans une partage d'une vulnérabilité, et puis de questions existentielles qui, en fait, sont amenées à nous toucher tous au cours de notre vie. Là, ça fait un peu irruption dans une jeunesse, en fait. C'est ça, c'est-à-dire que si jamais c'est un patient qui a 80 ans, n'a pas le même impact sur lui ni sur moi, et sur les familles respectives, que s'il en a 45, quoi. La projection est sûrement différente. Ouais. C'est intéressant ce que vous évoquez parce que ça renvoie, quand on travaille sur la question du temps, en grec, on évoque 3 temps distincts qu'on a un peu gommé dans le système plus occidentaux. Donc c'est le chronos, c'est le plus classique, c'est vraiment le temps qu'on mesure, l'enchaînement des séquences. Alors, dans la production de soins, c'est vraiment la chose qu'on évoque. Ce à quoi moi j'ai plus pensé pour préparer cet atelier, c'était plutôt le kairos, c'est-à-dire le juste temps, le moment opportun, ni trop tôt ni trop tard. Et puis en fait, il y a un troisième temps chez les Grecs, c'est l'aion, qui lui, c'est une sorte d'éternité, ça transcende tout ça. Et en fait, finalement, dans le premier exemple que vous avez donné, on retrouve les trois, c'est-à-dire qu'il y a une organisation du soin assez classique, il y a une inscription dans la durée,
Et puis à un moment où du coup ça permet de révéler quelque chose, et on voit bien que ça vient faire appel sur le mort, donc il transcende effectivement plein de choses par rapport à la simple relation de soins ou de rencontre. Ça renvoie à notre propre point. Donc, déjà dans le premier temps, on a déjà les trois temps. C'est parfait. On a fini. Si on poursuit l'autre rencontre que vous avez évoquée dans le binôme, c'était de quelle nature? Moi, je suis pas soignante, mais par contre, je suis aidante. Et j'évoquais en fait un événement un peu malheureux qui s'est passé il y a un mois, puisque j'aide entre autres ma belle-maman qui a 97 ans et qui est depuis un an dans un EHPAD. Et bon, voilà, depuis un an, je reporte régulièrement des dysfonctionnements au niveau de la manière dont elle est prise en charge des soins, enfin des soins évidemment, parce qu'elle a beaucoup besoin, elle est polypathologique, elle a beaucoup besoin de soins. Et il y a un mois, en fait, il y a eu un incident. Donc ça, c'est vraiment la partie événementielle. En fait, je l'ai retrouvée extrêmement dégradée. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais vraiment dégradée. Et donc, du coup, j'en ai fait part. Et le personnel m'a dit textuellement, vous savez, si vous n'êtes pas contente, vous prenez votre belle-maman chez vous et vous vous en occupez. Textuellement, voilà. Et j'ai juste expliqué que bon, elle trempait un peu dans ses urines, et je leur ai dit mais regardez quoi, j'ai pris une photo. Bon. Et on m'a dit non mais on l'a changé il y a 1h30, 2 heures, voilà, donc bon après c'est pas notre problème, on peut pas faire plus. Bon visiblement c'était faux, mais bon, voilà, ils m'ont dit mais si vous ne croyez pas que vous prenez votre belle maman et vous en occupez chez vous. Voilà, donc du coup j'ai fait un courrier, voilà, et j'ai été reçue par la direction générale qui m'a dit que mes exigences étaient visiblement trop élevées. Ok, donc j'ai dit très bien, et du coup j'ai déposé une plainte. Voilà. C'est la direction générale qui vous a dit si vous n'étiez pas contente, vous pouvez partir? Ouais, parce que la direction en fait m'a dit, mais en fait vous vous rendez compte qu'en faisant ça, vous mettez notre personnel mal à l'aise, parce que nous, sérieusement, parce que nous, on a la preuve qu'ils ont fait, par exemple, l'histoire d'échange. On dit voilà, nous, on a une fiche, et regardez, l'infirmière a pris sur elle d'écrire que, sur son honneur, elle avait fait le truc, quoi. Donc, nous, à partir de ça, on ne peut pas remettre notre personnel en question. C'est un cas vachement intéressant managérialement, parce que du coup, la direction a pris le parti de soutenir son personnel, parce que je pense que tout comme ailleurs, ils sont en manque de personnel, et que je pense que peut-être que globalement, le personnel tient la route, enfin, pour eux, par rapport à leurs standards. Et du coup, ils m'ont dit, et comme ma belle-maman, à côté de ça, c'est un cas qui est difficile à gérer, ce que je peux comprendre, en fait, ils m'ont dit, si vous n'êtes pas contente, voilà. Alors, ils se sont excusés pour ce qu'a dit l'infirmière. Ils m'ont dit, si vous n'êtes pas contente, prenez votre belle-mère et vous en occupez chez vous. On dit, oui, ça, c'est pas très professionnel, mais pour le reste, nous, on a, toutes les cases sont cochées, donc pour nous, le personnel a fait son travail, il est pas réprochable. Donc, si vous avez des exigences plus élevées, vous prenez votre belle-mère et vous la mettez ailleurs. Bon, j'ai dit, bon, ok. Donc, voilà. Là, c'est presque une rencontre qui n'a pas pu avoir lieu. Ah si, elle a eu lieu, la rencontre. Si, elle a eu lieu. Mais elle sait pas... C'est une vraie rencontre. Mais du coup, elle sait... comment dire... elle n'a pas abouti, quoi. Alors, moi, je pensais pas exactement la même rencontre. C'est-à-dire que... Imaginons que le change effectivement été fait comme c'était indiqué. Peu importe finalement le détail. On a deux façons de réagir. C'est-à-dire... on a bien fait, mais que ça a été bien fait ou mal fait, finalement la question n'est pas là, c'est que là la personne dans tous les cas il faut la changer à ce moment-là. Finalement, c'était aussi une façon de réagir un petit peu différemment. Alors après on ne rentre pas dans les détails de chacune des histoires, c'est pas le lieu, le lieu ici. Et donc on voit bien qu'il y a plusieurs rencontres à plusieurs reprises effectivement, avec les professionnels, avec votre belle-maman, avec la direction générale. À chaque fois, ça n'a pas tout à fait abouti, finalement, à un échange, parce que la façon de dire à quelqu'un, si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir ailleurs, ou vous avez des exigences trop fortes, c'est une façon de mettre fin à la rencontre. Oui.
Il n'y a plus trop de discussions à partir de là. Bah, c'était ou ça, ou remettre en cause la pérennité. Pour eux, en fait, ils l'ont vu comme ça, ou la pérennité de leurs équipes. Donc du coup, bah, ils ont fait un choix. Ou s'excuser parfois aussi. On peut aussi s'excuser et puis dire... Ah non, parce qu'en s'excusant, ils reconnaissaient qu'il y a eu une défaillance. Non, Ils l'ont jamais reconnu. s'excuser et du propos et s'excuser aussi du fait que avec leurs effectifs, ils font de Ah leur... non, ça jamais, ils n'ont pas fait ça. Non, mais ça peut être une option en fait. On peut l'interpréter chacun à notre manière. Excusez-moi, moi je navigue un peu, donc du coup je m'accroche à des ateliers, à des labos où je n'ai pas démarrage d'autres. Je trouve que ça illustre bien la confusion qu'il peut y avoir par rapport au sens du métier. Certains considérant que finalement le but de leur métier c'est de faire des choses, changer quelqu'un, alors qu'en fait le but c'est que cette personne reste propre. Donc il y a une confusion entre les moyens qu'on met en œuvre pour faire un soin et l'objectif en fait qu'on devrait viser. Mais il ne l'avait pas changé de toute façon. Qualité délivrée, qualité perçue. Et il savait très bien. Il savait très bien parce qu'il n'y avait pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle sur le suivi. Alors après, ils m'ont dit, bah oui, mais nous, de toute façon, quoi qu'il advienne, on prendra leur personnel. Je comprends, hein. Je veux dire, ils ont une intégrité à préserver et je comprends. Voilà, c'est tout. Ça exprime pour moi une défaillance managériale dans la mesure où le management fixe pour objectif, par exemple, de changer les personnes 2 fois dans la journée, disons 1 fois le matin, 1 fois l'après-midi, alors qu'en fait, l'objectif à fixer, c'est de faire en sorte que les résidents soient propres. Peu importe, après, si on les change qu'une fois. Ils ont une contrainte de temps. Et donc, c'est ce que Jean-Baptiste évoquait sur le temps. C'est ça. C'est la représentation qui se font du temps. Il y a il y a des routines qui se mettent en place, bien sûr sous contrainte, hein, c'est toute l'articulation à faire, mais en fait, à partir de quel moment, finalement, ne pas avoir comme objectif de garder les personnes propres, de dignité, ça reste du soin. C'est-à-dire que finalement, à un moment, si on commence à accepter de faire quoi qu'il arrive, qu'une fois ou que 2 fois par jour, quoi qu'il arrive, finalement, pourquoi on ne descendrait pas à 1 ou à 0? Parce que c'est déjà, en fait, prendre le premier point. On a déjà beaucoup travaillé là-dessus. Ça me rappelle souvent en psychiatrie aussi, sur les isolements, les contentions. C'est-à-dire qu'à partir de quel moment on peut excuser par des défaillances organisationnelles le fait, oui, mais comprenez, on est obligé de le mettre sous contention parce que sinon on n'a pas les moyens de s'en occuper. Oui, c'est toujours l'excuse, bien sûr, mais bon, jusqu'à après, quel moment? Parfois c'est compréhensible et parfois ça l'est un peu moins. Voilà. Du coup, sur les rencontres qui ont été échangées dans votre binôme, Moi, il s'agit d'une rencontre médicale, puisque j'ai des difficultés de respiration. Ça fait 10 ans que je travaille avec une kiné. Et avec cette kiné, au départ, c'est une kiné traditionnelle qui a repris des études et qui maintenant fait de la kiné à visée holistique, c'est-à-dire qu'elle relie les émotions au physique. Et tout ce travail faisant depuis 2 ans, je suis rentré en osmose avec cette personne qui me permet aujourd'hui d'être beaucoup plus, comme je disais tout à l'heure, dans mon alignement entre mes valeurs et ce que je vis. Pendant très longtemps, les kinés que j'ai utilisées, entre guillemets, souvent, la pratique avait l'air de suppléer à la pensée. C'est-à-dire que là, la pratique supplée à la pensée. Alors, parce qu'on applique comme j'aime pas du tout les règlements et la hiérarchie, donc là, on applique une nomenclature, et c'est tel truc, une nomenclature qui toujours tire à la baisse, bien sûr. Donc, là, on est dans autre chose. Quand je la vois, elle me dit comment ça va, comment ça s'est passé depuis une semaine. Qu'est-ce qu'on attaque? Est-ce qu'on attaque, comme on dit, là parce qu'on est contracté? Est-ce qu'on attaque là, au plexus? Est-ce qu'on attaque sur les jambes? Et donc, je me connais un petit peu. Donc, je lui dis, là, c'était le cas. Ici, je suis coincé, avant d'aller nager, là. Est-ce que vous pouvez me travailler ça? Et donc, elle se met à travailler ça. Et comme elle a une visée holistique, c'est-à-dire
plus complète de l'individu, je trouve que je suis bien en accord, le fameux kéros, qu'on cherche tout quand on est pédagogue, est en accord avec le fond de mon être. Donc je suis satisfait du ressenti que j'ai quand je sors lundi matin. Et du coup, ça retombe sur des outils. Quand je fais ma liste du jour, les méthodes de gestion du temps, je prends un papier comme ça, là, et je marque. Aujourd'hui, j'aurais marqué, ce matin, mercredi, succès. Mercredi, succès. Tout doux. Mercredi, succès. Et là, je marque. Réussir le colloque à l'IAE. Alors que je suis con. Que je ne suis pas l'animateur. Voilà, et puis je dis, voilà, 18h, régler tes petits problèmes. En 2 mots, là, il y a une rencontre qui se fait, une sorte d'osmose entre le professionnel et moi-même. On voit dans ce que vous avez évoqué qu'il y a des dimensions. Il y a déjà une rencontre, c'était déjà le cas avant, mais je ne l'avais pas tout à fait identifié, de finalité commune. Il peut y avoir une rencontre quand on commence à s'aligner, ou en tout cas à expliciter les attentes des uns et des autres. L'autre aspect, ça paraissait évident, mais c'est le respect réciproque, quoi. C'est le fait d'entendre, de respecter la parole des autres. Alors, j'avais prévu quelques citations à partager avec vous autour de la rencontre. La première, c'était celle de Christian Bobin dans Autoportrait au radiateur. La rencontre, c'est quand quelqu'un vous regarde comme si vous existiez. Elle est toute simple, hein, cette phrase, mais en fait, elle dit beaucoup, justement. C'est comme si vous existiez. Et donc, d'ailleurs, on reviendra d'ailleurs sur Vaille tout à l'heure et sur l'attention. Il nous a quittés il y a 1 an. Exactement. Et Paul Ricoeur, dans ce que vous venez d'évoquer, sur le kiné, la pensée précède ou pas l'action. Paul Ricoeur sur le soin commence lorsque le sujet cesse d'être un cas. C'est classique, assez connu. Mais on est là-dedans, hein, depuis tout à l'heure. Stéphane? Alors moi j'étais sur ma pratique professionnelle, donc en SSR, j'évoquais le cas d'une patiente qu'on a gardée chez nous pendant 18 mois et j'ai été amenée à rencontrer son fils avec laquelle elle vivait une relation extrêmement fusionnelle. Elle vivait chez son fils. Mais son fils la malmenait. Il lui hurlait dessus. On avait des soupçons un peu de maltraitance, peut-être physique aussi. Et une équipe vient me voir parce qu'il leur avait aussi hurlé dessus un week-end. Donc je le rencontre à cette occasion. Et en fait, l'enjeu au départ, il a été vraiment il hurlait. Hein. J'avais osé, j'étais une femme, c'était une communauté des gens du voyage italiens. Et j'avais osé lui dire, écoutez, je souhaiterais que vous respectiez vos équipes. Et puis quand vous êtes dans nos locaux, on a surpris. J'ai quand même été assez finalement factuelle. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça ensemble? Et en fait, ça m'a beaucoup amené à réfléchir déjà sur cette relation, sur déjà les patients qu'on a chez nous, combien en ville, si on ouvre des portes, on retrouve dans des situations pareilles. Et puis, il a fallu commencer tout un chemin pour l'avenir de cette patiente, qui est restée finalement 1 an et demi chez nous, parce qu'il y a eu une mise sous tutelle, parce qu'après, il a fallu qu'on décide finalement, nous, de son institutionnalisation, alors même que la loi prévoit que que chaque personne peut choisir son lieu de vie. Et comment est-ce qu'on navigue entre toutes ces complexités, puisque même sous tutelle, tu choisis ton lieu de vie, en fait. Et donc, il y a tout ce chemin d'accompagnement et de la famille pour faire adhérer. Il a jamais adhéré. Il y a des gendarmes qui sont venus. Il a été violent. Il a jamais adhéré au projet d'institutionnalisation. Et finalement, après, on a été à la recherche des informations et ça s'est super bien passé. Puis ça se passe bien avec lui aussi. Mais tout ce chemin-là, moi, il m'a fait grandir personnellement aussi et professionnellement parce qu'on est dans des questionnements éthiques de jusqu'où on va, comment on se fait accompagner, comment on tombe pas dans la toute-puissance. Je décide où c'est la question des limites, j'ai envie de dire. Voilà une des rencontres un peu relativement récentes qui façonnent un peu ce qu'on est au quotidien. Et comment tu accompagnes les équipes aussi avec ça.
en On parallèle. retrouve la même question d'inscription dans la durée aussi. Là. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit que il y a des choses qui se jouent à des moments qu'on peut identifier a posteriori comme étant clés, mais qui s'inscrivent aussi Dans dans un temps long, dans une construction qui va durablement orienter en fait ce qui est possible ou pas, ce qui devient possible ou ce qui ne l'est pas. Très bien. Puis avec la question de ces zones grises aussi parfois, parce que finalement il n'y a pas de vraie réponse. Et vous avez l'impression d'avoir pu cheminer dans cette zone grise, justement, c'est-à-dire Je pense qu'on s'est donné le temps. En fait, on s'est donné le temps d'évaluer finalement avec des dispositifs externes, avec la TMP, avec la famille, avec le médecin, avec le projet. Et du coup, je crois que ça nous permet de prendre des décisions, en tout cas, qui sont les meilleures dans le contexte dans lequel on vit, ou en tout cas qu'on a choisi ensemble. Très bien. Donc là, on est parti de vos propres moments de rencontre. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de partir d'une étude de cas, alors qui a été anonymisée un petit peu, édulcorée. C'est ces 2 cas, en fait, que j'ai mis et dont l'objet va être d'essayer d'identifier, sur lequel il va falloir identifier un certain nombre de points. Les questions sont posées à la fin, mais c'est une trame de réflexion. On est peu nombreux, le but c'est de pouvoir en discuter. Autour des signaux faibles qui auraient pu éventuellement... C'est l'histoire d'une rencontre manquée, ou presque. Des signaux faibles qui auraient pu alerter plutôt sur la nécessité d'adapter un accueil, sur des questions autour de à quel moment, il y en a plusieurs, à quel moment précis la rencontre aurait-elle peut-être pu avoir lieu, qu'est-ce qui éventuellement à chaque fois l'a empêché ou pas, peut-être qu'il y a des questions de perception aussi. Et surtout, on va essayer de se focaliser sur quel rôle ont joué les contraintes organisationnelles, les temporalités, des choses que vous avez évoquées spontanément dans vos propres expériences, des postures professionnelles. Et on finira, mais c'est en lien sur comment les différents acteurs ont-ils pu contribuer ou non à créer les conditions de la rencontre. D'accord ? Donc je vous distribue, je suis désolé, c'est un petit peu corné. De cas, le texte n'est pas très long, je l'ai volontairement... Est-ce qu'on devrait pas plutôt appeler ça une étude de la rencontre plutôt que d'une étude de cas, du coup ? C'est une étude de la rencontre. Effectivement. Le statut du cas, en effet. Ce que je viens de dire sur le cas. C'est pas du soin alors. L'étude de la rencontre ou pas. Et je vais vous distribuer à chacune et chacun des petits compléments liés à des éléments qui ne sont pas décrits dans le cas, mais du point de vue de chacune des personnes, des protagonistes. On va essayer de diversifier un petit peu. Merci. Oh, je suis la maman. Moi, je suis papa. Ouais, je suis la maman. C'est mon collègue. Merci. Ça va avec ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez ce complément que vos co-contributeurs n'ont pas. Ils ont chacun un personnage différent. Voilà. Donc, il vaut mieux lire d'abord le cas et après le complément.
C'est un peu mon cas, quoi. Oui. Je ne le connaissais pas. Oui, non, mais je veux dire, il y a quand même beaucoup de similarités sur un peu les problématiques. Ouais. Quand vous êtes arrivé au bout, ce que je vous propose, c'est de prendre des post-it et de commencer à rédiger vos propres réponses. Enfin, rédiger ou mettre prendre des notes, hein, pour vous aider à réfléchir sur chacune des questions. Et, au moins les 4 premières, parce que je ne sais pas si on aura le temps de faire les 2 dernières. On utilisera sûrement les 2 dernières dans un dernier temps. Dans le texte, là, enfin, j'ai lu qu'une seule fois, mais le médecin appelle un assistant médical. Elle, c'est l'assistante médicale. Oui, pardon, c'est il, c'est une petite coquille. D'accord. C'est l'assistant médical. Bon. Une idée par post-it. Oui, en tout cas, oui, c'est mieux. Et on a un joli stock de post-it, donc ne vous bridez pas.
Voilà. Merci. Oui, j'ai lu. La médecin, non, c'était pour ça, je ne me rappelle plus qui vous avez eu comme rôle. Enfin, comme détail. Et puis les post-it. On se laisse 2 minutes encore, et puis on mettra en commun. Non, là, elle, c'est la médecin qui dit ça. C'est même pas l'assistante médicale qui dit... L'assistant médical qui dit, qui prononce cette phrase, si tu ne laisses pas faire. C'est la médecin. Mon travail, tes parents ont fait une déplacement. J'ai mal lu la phrase. C'est le médecin qui dit ça. C'est ça, ouais. J'avais pas vu que c'était à cet endroit-là. Ouais. Alors c'est certain, c'est la médecin qui dit cette phrase-là. Et donc c'est bien elle qui essaie d'abord de rassurer. Bah, ouais. Oui, parce que du coup, vous avez des petites précisions sur son ressenti. Bon, derrière. Dernier post-it. On va mettre en commun. C'est tout bon. Alors moi je vais vous donner juste une information supplémentaire que vous n'avez pas lue. Je vais vous donner le point de vue de l'assistant médical. Ah.
il n'a pas plus de valeur que les autres, il n'en a pas moins. Donc il explique que lui, il est arrivé en cours de consultation, que la médecin, il dit la médecin m'a appelé à l'aide, elle ne le fait pas souvent. Quand je suis entré, l'enfant était replié, il se balançait, et j'ai tenté de capter son regard, de jouer avec la peluche qu'il avait dans les mains. Rien. J'ai surtout vu une maman en pleurs, un père crispé, un médecin à bout. J'ai pensé, ce n'est pas le moment. Il faudrait juste qu'il puisse souffler. Mais ici, le temps, on l'a pas. Ce n'est pas la première fois que je vois une consultation ratée, mais pour de mauvaises raisons. Et c'est assez lourd à force. Ça, c'est son ressenti à chaud suite à cet événement. Ce que je vous propose, c'est que on partage d'abord les éléments complémentaires que vous avez eus, les uns les autres, pour que chacun soit au même niveau d'information, et puis après on part de ce que vous avez écrit sur les post-it, d'abord pour identifier les signaux faibles, etc. D'accord ? Peut-être on pourrait commencer par la maman. Je ne sais plus qui était la maman. C'est moi. Enfin, qui avait le texte de la maman. C'est moi la maman. La maman. Alors la maman, elle aurait pu, parce qu'elle est très organisée. Alors, on n'est pas dans les solutions, on est juste sur le partage du texte. La lecture. Juste la lecture du texte. La lecture. Voilà. Après, effectivement, on pourra partager les... La maman. Cela fait 2 ans que j'ai arrêté de travailler. Je tenais mon salon de coiffure seul depuis 8 ans. Mais entre les suivis, les convocations à l'école, les bilans, les délais pour les rendez-vous et les crises d'Arthur, c'est devenu impossible. Mon mari conduit. Moi, je gère les appels, les papiers, les protocoles. On a bloqué cette date depuis plus d'1 an. C'était le rendez-vous. J'ai tout organisé et ce matin, je n'ai pas dormi. J'avais peur qu'il refuse d'entrer, mais je ne voulais pas le montrer. Quand il a commencé à crier sur le parking, j'ai compris que c'était trop pour lui, mais aussi trop pour moi. Merci. Une maman, le papa. C'est papa. Papa. Je n'ai jamais été aussi tendue qu'en conduisant ce matin. Je savais qu'on n'avait pas droit à l'erreur. Et puis ce retard. J'ai essayé même de ne pas m'énerver. Je ne voulais pas qu'Arthur sente notre angoisse. Sur le parking, je me suis dit, tant pis, s'il faut qu'on annule, on le fera. Mais ma femme y a mis tellement d'espoir. Et puis moi aussi, au fond. Je voulais que ce soit le jour où tout commence à s'éclaircir. Et puis quand la médecin a dit « Vos parents auront fait le déplacement pour rien », j'ai encaissé, mais j'avais envie de crier. Merci. Ensuite, on a donc la médecin, me semble-t-il, la secrétaire. Dans l'ordre d'apparition des protagonistes, c'est la secrétaire. Je vois défiler tellement de familles. Beaucoup sont tendus, mais peu me parlent franchement, comme ce monsieur ce matin. Je l'ai vu inquiet, fatigué. Il ne réclamait rien, juste un peu d'air. Je lui ai donné la peluche. J'ai senti que ce n'était pas grand-chose, et peut-être que ça changerait quelque chose pour le petit. Je sais que la médecin est très rigoureuse, très prise. J'ai hésité de lui dire de venir les chercher elle-même. Mais je ne voulais pas qu'elle me reproche de mal gérer mon planning. Alors, j'ai fait ce que j'ai pu, en espérant que ça suffirait. Merci. Et le point de vue de la médecin. Alors, elle dit, j'ai 15 consultations aujourd'hui, 15. Et toutes sont complexes. L'un des enfants ce matin a fait une crise de panique. Je suis déjà en retard. Quand les parents sont arrivés, j'étais soulagée qu'ils soient là malgré le trajet. Mais en les voyant dans cet état, je me suis dit, ce n'est pas le bon moment. Pourtant, comment refuser ? Ils attendent depuis plus d'1 an. Je ne peux pas reporter. Alors j'ai tenté, mais quand je vois que le moindre échange est impossible, que l'enfant se referme, je me sens inutile et frustrée. Cette phrase, je ne sais pas, je sais que je n'aurais pas dû la dire, mais j'étais au bord. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous avez pu, sur vos post-it, peut-être dans un premier temps, concernant les signaux faibles, peut-être ? C'est pas si faible que ça, hein, les signaux.
Le départ à 5h30, non, je suis un patient. Vous l'avez écrit quelque part? Ouais, là. Ouais, je veux bien que on se lève et on vient me coller. Ça vous Ah dérange oui, pas? mais je l'ai mis sur un Moi autre. j'en ai mis deux. Ah, oui, bah, Faire des économies de vous post-it. aurez dit les deux. Pour la planète. Il fallait mettre un signal par. Non, mais, oui, mais c'est pas grave. On va les partager. Enfin, c'est même pas levé, c'est le départ à 5h30, c'est ça? Ouais. Le départ à 5h30, premier point. Il y en avait d'autres signaux peut-être que vous aviez identifiés? Ouais, mais c'est beaucoup plus loin. Ça a vu que vous en avez mis plusieurs par le centre. Ouais, mais après, Arthur commence à se débattre à 8h50, à 9h20, il est agité. À 9h45, il va à la médecine. Ok. Donc on était prévu sur un rendez-vous à 9h initialement. J'aurais dû mettre. C'est plus, fallait plus mettre le retard, en fait, c'est des choses que. Non, bon, j'ai recopié. on va- Bon, allez. Est-ce que vous aviez... Moi, j'ai mis une chose modifiée, c'est la non-explication de ce rendez-vous à Arthur quelques jours avant. C'est-à-dire que on n'a pas expliqué assez la veille à Arthur. Je dirais l'enjeu qu'il y avait derrière, avec des termes simples. Qu'est-ce qui allait se passer demain ou après-demain? Donc la non-explication. Ça fait que la personne, elle se dit je vais encore voir mon médecin, on me dit que ça fait durer depuis un an, que c'est... Voilà. La non-explication du bien fondé de ce rendez-vous. En tout cas, on ne le sait pas dans le cas. On ne sait pas ce qui a été fait avant ou pas. En tout cas, Mais visiblement, ça n'a pas été suffisant. ça n'a pas été suffisant. On n'a pas expliqué pourquoi on faisait 250 km. À part le rendez-vous. Alors, bon, en pratique, ouais, c'est vrai que c'est pas décrit dans le cas, donc on ne sait pas. Il n'y a pas beaucoup de spécialistes disponibles sur le territoire. Ah non, mais la question, Non, mais je parle des parents. expliquer à Arthur. Je suis le moment, moi. Je ne l'ai pas assez expliqué en disant attention, lundi prochain, on va aller. Est-ce que l'enfant il peut comprendre ça, un enfant Bah oui. Non, c'est pas marqué sur. Mais on ne sait pas que. En fait, Ouais, on ne sait pas. on ne sait pas. En tout cas, c'est sait des pas. pistes possibles, Ouais. plutôt d'amélioration éventuellement. Mais Ouais. La communication je vous anticipée. donnerai quelques Oui. éléments sur le vrai cas après. Si vous voulez. Communication anticipée. Trop vite. Il est pire. C'est mon C'est problème. plutôt un peu moins bien placé que ça. C'est qu'est-ce qu'on dit? Autre signaux faibles que vous aviez pu identifier? Vous en aviez plusieurs, je crois. Ouais, moi j'en ai mis 3. J'ai mis distance, lieu de vie, hôpital, instabilité de l'enfant et l'agenda du médecin. Ouais, très bien. Ça, on peut peut-être venir l'ajouter. Si ça vous dérange pas. Alors du coup, je vais en mettre 3. Non, un seul. Ça- Ah oui, mais ça, parce que du coup, j'en ai fait 2, moi. J'ai mis... On j'ai- n'est pas j'ai mis- spécialement que les signaux faibles sur le post-it. Non, j'ai mis 2 items par post-it. Donc, ça, je le garderai pour après. Je les recopierai entre-temps. Et voilà. Hop. Super, merci. Et on a des aspects vraiment J'ai une technique qui territoire, ne donne pas. d'urgence. Et vous aviez identifié ou pas comme signaux faibles? La distance. Le fait que. Peut-être le rendez-vous, alors je vais faire les choses simples déjà, les rendez-vous soient très éloignés, le fait que le rendez-vous ait été pris très longtemps à l'avance, en fait, j'ai mis en fait, peut-être les professionnels ne se sont pas mis suffisamment à la place des parents pour anticiper le fait que il y a des incertitudes de diagnostic, ça paraît fou de dire ça puisque c'est quand même le cœur de leur métier, mais du coup, voilà des parents qui sont paumés avec un enfant depuis 7 ans et ça fait 14 mois, enfin je veux dire, ça crée une pression pour des parents qui est considérable. Le fait peut-être que l'équipe médicale ne se soit pas suffisamment questionnée sur le contexte de vie de cette famille. Bah tiens, ils doivent se lever à 5h30 avec un enfant, etc. Le fait que moi j'avais la secrétaire. Ouais. Déjà là il y a pour moi aussi pas mal de signes faibles. Le fait la secrétaire c'est déjà le premier tampon en fait. Le fait qu'elle voit des parents qui sont complètement affolés avec un gamin qui tourne par rond, à la limite du retard, ça doit déjà questionner quoi je pense. Voilà les parents ils sont cuits. Voilà, et puis d'autres signaux faibles, effectivement, c'est le fait que l'enfant, au tout début de la consultation, soit pas disposé, tout simplement, que la médecin elle identifie le fait que les gamins que les parents soient complètement cuits, et puis que le gamin soit fermé, quoi, à la consultation. Oui, c'est à peu près tout ça. Qui fait que la rencontre est mal partie. C'est bon, Pardon, cuit. excusez-moi. HS.
ni aussi le faible. On a des aspects de distance, de contexte de vie, de distance, et de distance géographique, mais de distance temporelle aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait qu'il faille beaucoup de temps avant de pouvoir avoir un rendez-vous chez le spécialiste, ça rend ce rendez-vous, ça lui donne une place et une pression autour de ce rendez-vous qui est extrêmement forte. Là, on est sur 14 mois. Si vous connaissez un peu autour de la sphère autistique, on peut parfois, sur certains projets, on croise des parents, ça fait 4-5 ans qu'ils attendent un début. Oui, l'errance au diagnostic, elle est longue. Voilà, parce qu'en plus, ça peut être évolutif, ça peut moyenne. être... c'est une sphère, mais en fait, il y a plein de situations qui peuvent parfois s'apparenter, mais qui ne le sont pas. Et entre-temps, il y a une situation d'un enfant qui évolue, donc c'est compliqué. Et puis, selon les spécialistes, ça peut être... du coup, ils sont très demandés. Parce que notamment les premiers spécialistes, les médecins, c'est eux qui peuvent après enclencher la prise en charge. En plus, il y a une pression importante. Il y a plein de choses qui ne peuvent pas se mettre en place tant qu'il n'y a pas ces diagnostics qui sont posés. En tout cas, on a une distance géographique, on a une distance temporelle, le temps d'attente. Et puis on a, comme tout à l'heure, une histoire. C'est une histoire tramée. On voit effectivement la fatigue des parents ou l'attente, le stress, elle n'est pas que liée à la route ou au trajet. Elle s'inscrit dans une attente bien plus longue finalement. Peut-être que l'enfant aussi, on ne sait pas là, dans le cas s'il y a eu explication, il n'y a pas eu explication. Et avec explication, ça peut aussi mettre une pression particulière sur l'enfant. Mais voilà, on ne sait pas. Voilà. Effectivement, c'est des pistes qui sont en tout cas intéressantes à regarder. On a des aspects organisationnels. Effectivement, on fixe un rendez-vous. À quelqu'un qui vit loin, on fixe quand même un rendez-vous tôt. Et puis on sait que c'est des enfants autistes. Il y a des rituels. Ça, il y a des rituels, il y a un certain nombre de choses. Alors là, c'est pas écrit dans le cas, mais les parents font le choix de quand même partir le matin et pas la veille. Parce que, en fait, justement, pour éviter de dormir à l'extérieur, ça va rester dans l'environnement habituel le plus longtemps possible. Ne changer que l'heure et pas tout le reste. Mais c'est un choix qui n'a pas été suffisant finalement, qui n'a pas suffi. Il y a des aspects d'organisation, il y a des aspects d'accueil. Effectivement, il n'y a pas un temps de sorte de sas pour essayer de... C'est sur le parking que tout se passe. Tout se passe sur le parking. Et même finalement, la secrétaire va essayer de mettre en place des choses, mais... un bricole. Tout le monde bricole autour de ce cas. Ça, c'est cette situation plutôt. Donc, des enjeux organisationnels, des enjeux d'interrelation entre personnes, et puis une pression de rendez-vous. Mais vraiment j'ai les 15 personnes qui tout attendent en fait. Et donc à chaque fois sur des situations un petit peu. Et puis on entend dans l'assistant médical, ce que je voulais vous le dire, c'est que lui, on voit un des professionnels, mais peut-être le reflet des autres, on n'en sait rien, qui commence à s'épuiser d'avoir des rencontres qui ne se font pas en fait. C'est-à-dire des soins qui ne peuvent pas vraiment avoir lieu, ou pas dans les bonnes conditions. Donc on peut imaginer que ça peut aussi jouer à terme sur le soin d'après, en quelque sorte. La rencontre d'après. J'essaie de ne pas oublier les éléments que vous aviez évoqués. On le verrait très tôt. Ça sera après peut-être. Oui. Pensez à ça. La médecin aurait pu prendre plus de recul par rapport à ce soit parfait. Elle sait qu'elle a 1h30, qu'il faut qu'elle fasse ça. Elle s'aperçoit qu'avec des décalages, elle ne pourra pas faire les tests. Et du coup, elle le montre indirectement. Parce que vous comprenez. Donc du coup, ça décale les frustrations, parce que ce soit parfait fait que quelque part, elle n'est pas contente d'elle-même. Donc ensuite, ça doit se ressentir au niveau du couple en face, et de l'enfant bien sûr. Et après, ça peut même rejaillir sur le rendez-vous d'après, en se disant, bon sang, j'ai raté mon premier rendez-vous là. Donc c'est ça. Elle aurait pu prendre sur elle et ne pas le montrer. Ce qu'elle explique d'ailleurs. C'est ce qu'elle dit. Elle n'aurait pas dû dire ça. Elle n'aurait pas dû dire ça, parce qu'elle n'a pas mis de la distance entre ses émotions et son timing. Et c'est ça, prendre du recul, quand on est professionnel. En gros, accepter de faire un petit deuil, en disant, je n'ai pas pu tout faire. Là, on est déjà peut-être dans le début de ce qui pourrait être l'organisation des facteurs explicatifs, mais effectivement, la pression complète sur l'ensemble des enjeux fait qu'effectivement, on peut arriver à cette situation-là. Ce que je vous propose, qu'on passe à la question au point 2,
qui était davantage tourné autour de à quel moment, et c'est tourné au précis, à quel moment, au pluriel, pardon, à quel moment la rencontre aurait pu avoir lieu et qu'est-ce qui l'a empêché. Vous avez identifié les moments où ça aurait pu être possible. Peut-être. Avant. Et c'est peut-être ça la réponse, c'est peut-être 14 mois avant. C'est potentiellement 13 mois ou 14 mois. En tout cas, plus tôt. Et même 7 ans, c'est déjà un peu tard. Ouais, c'est Sur l'âge. C'était une des difficultés. La rencontre aurait pu avoir lieu dans la cadrure de la porte, c'est-à-dire que le médecin vienne chercher les 3 personnes à l'entrée, c'est-à-dire le premier contact. Alors, aller vers les personnes qui auraient besoin. Donc elle aurait pu déjà créer le contact dès que la personne rentre. Le regard. C'est ce que suggère la secrétaire, je crois. C'est pas ce que suggère la secrétaire. À un moment, elle s'était demandé au médecin, à la médecin de sortir elle-même, en fait, d'aller chercher les... C'est très important d'aller vers l'autre, vers les autres. Ça peut être une piste à ce moment-là. Plus tôt, moi je veux bien qu'on le note plus tôt. Je sais pas si vous l'avez écrit sur un post-it, mais... Et puis en même temps, je suis en train de relire, il y a le plus tôt, mais en fait, je rebondis sur le fait qu'il a 7 ans, mais apparemment, ils ont déjà fait plein de... Mais ça a dû évoluer. Mais pas à ce niveau, voilà, pas à ce niveau-là de... Plus tôt. Il reste 1 minute. Merci. Donc plutôt, petite pression sur les 15 minutes, là. Encore autre chose à faire après. Donc plutôt, noter éventuellement, pourquoi pas l'idée de sur le parking, à la rencontre. À la rencontre sur le parking. Jean-Baptiste. Ouais, 15 minutes. Ah, on a gagné 5 par rapport au groupe. Possession, quoi. Oui, je sais plus, je l'ai pas dit. Non, mais sur le parking, quelle place sur le parking. Et vous aviez... Dans la même lignée que la rencontre s'établit sur un processus de mettre des différents moments en fait de possibilités, pas forcément le meilleur, mais plusieurs petits moments en fait. Par exemple un rendez-vous téléphonique pour dégrossir ou un mail explicatif. Oui, dans ce sens-là. Ok. C'est qu'en fait on prépare le jour J, quoi. C'est-à-dire que la rencontre c'est comme un jardin qu'on cultive, on met d'abord du terreau avant d'arroser, enfin bref. Les conditions de la rencontre. Ouais. Et du coup, donc, ouais, soit un appel téléphonique, soit un mail pour que les parents puissent, entre guillemets, vider leur sac, exprimer leur contexte. Je me souviens, pour la petite histoire, j'avais un pédiatre pour mes enfants. On arrivait, en fait, il avait 2 salles. Et il faisait que la consultation. En fait, il avait une secrétaire qui faisait l'accueil, qui remplissait les trucs. Du coup, ça lui permettait d'être au courant de ce qui se passait. Elle lui faisait un petit débrief. Et du coup, ça lui permettait de rentabiliser le truc. Il était pleinement disponible parce qu'il n'avait pas besoin de s'occuper de tout le côté administratif. Et en même temps, il passait d'une salle à l'autre sans perdre de temps. Les parents se rhabillaient, etc. Et du coup... il y a 2 aspects dans ce que vous venez d'évoquer. Il y a le process plus dans le temps, on va dire, en amont. Il peut y avoir beaucoup plus de façon micro-process, beaucoup plus court, où là, on pourrait imaginer qu'il y a plusieurs endroits possibles pour faire cette consultation. Tel que prévu, elle soit faite dans son cabinet, mais qu'en fait, qu'il y ait une autre salle peut-être qui soit possible, qu'il y ait différents lieux qui puissent s'adapter finalement à la consultation. Donc ça, il y a des structures qui font ça, effectivement. Ça s'appelle des lieux un petit peu... mettre de la marge de manœuvre. chaleureux, enfin, des lieux d'apaisement. des lieux de répit. Si vous l'avez noté, je veux bien le prendre. Tenez. Et vous aviez identifié les moments où la rencontre aurait pu être possible. Oui. Alors, la rencontre, moi j'ai noté, la rencontre, elle s'est passée la rencontre uniquement médicale, du coup, s'est passée à 9h40 au lieu de 9h, elle était prévue à 9h, et la rencontre humaine ne s'est jamais passée. Voilà. Mais il y avait 2 questions dans la question 2. Qu'est-ce qui empêche Donc là, un cadre un peu trop rigide, quoi. Très bien, donc on va faire 2 ce qui aurait pu primes. permettre.
Et je voulais changer de couleur, je l'ai fait aussi. Non, mais ça, c'est la première. Ça, c'est la première. Ok. Et puis on a, qu'est-ce qui est empêché? Empêché. Alors vous aviez identifié quoi? Ben, déficit de communication, déficit d'anticipation et déficit d'organisation. Tout va bien. C'est ça. Non, c'est ça. Parfait. D'autres éléments? Oui, alors c'est la même idée. Et j'aurais dû rajouter déficit de formation. Mais continue. Ça s'appelle, imagine une sorte de chemin de fer. On arrive, c'est le chemin de fer. On arrive, on se gare. Déjà, il y a quelque chose qui dit l'accueil. On arrive, on rentre dans le hall. Il y a marqué bonjour à Arthur. Arthur. Oui. Bonjour à Arthur. Bienvenue Arthur. Je sais, bienvenue à Arthur. Un petit mot. Ça se fait dans les entreprises. Hein. Ensuite, il y a, voilà, l'accueil, la dame, elle l'appelle par son prénom. La secrétaire, pareil. Il y a tout un chemin de fer, un chemin à parcourir à partir du moment où il est pris en charge sur le parking. Ça revient à dire un truc qui est très important, que font énormément les Japonais, c'est-à-dire anticiper les besoins inconscientisés du patient. Sans rentrer, sans être intrusif. Parce que le danger, c'est d'être intrusif. Et donc se mettre, non pas au niveau de cette famille, mais se mettre à la portée de la famille. Ce qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, donc ça s'appelle mettre en place un chemin de fer. Mais ça, oui, mais c'est la solution. On est déjà dans la solution. En fait. Oui, mais Je l'ai monté, moi. Mais dans ce qui n'a pas fonctionné. Il y a un cadre un peu trop rigide. Oui, ça. Il n'y a pas d'adaptabilité. Trop de rigidité. Trop de rigidité. Oui, mais la rigidité, oui. Humaine non, et organisation. oui, non, ça c'est discutable. Alors pourquoi? Tout est discutable. Oui, non, mais spécialement ça, la rigidité, parce que déjà, on pourrait rétorquer, ouais, mais il a déjà pris 40 minutes dans la vue, quelle rigidité? Mais pas vraiment de son fait. Ouais. Pas vraiment de son fait. Mais les 40 minutes. Oui. C'est l'organisation qui conduit à 40 minutes de retard. Et le retard de la médecin au départ lié à des pannes dans les transports. Ouais. Puis ensuite, un premier rendez-vous qui est un peu plus long que prévu. Et peut-être qu'il y a 4-5 minutes de retard. En plus de ça, lié au fait qu'il faut sortir et récupérer Arthur et le ramener. Mais globalement, dans l'organisation, sur les 45 minutes de retard, malgré l'accident, malgré tout ça sur la route, finalement, la famille et le patient sont responsables de peut-être 3-4 minutes. Oui, non, mais la famille, là, elle est pas en retard, la famille. Elle est à peu près là sur place. Non, mais je veux dire, en tout cas, son retard ne dérange pas, puisque le médecin a plus de retard que la famille. C'est ça. Donc, c'est de la chance. Oui, bah voilà. Donc là, oui, mais l'organisation, un des buts de l'organisation, c'est de gérer les dérives. Et là, c'est une dérive organisationnelle. Normalement, toute l'équipe là, de l'accueil jusqu'à médecin, aurait pu se former à comment gérer quand ça part en sifflet. Quand ça part en sucette, comment on fait pour ne pas flinguer sa journée et ne pas flinguer la relation avec Arthur. Et bien évidemment, c'est donc gérer les dérives. Ces dérives, est-ce qu'on les a identifiées? Vous les avez identifiées là, avec les signaux. Et à ce moment-là, comment on les gère? De telle façon qu'on soit tiré par le haut et non pas en disant bon sang il me manque ci, pas que ci, pas que là. Alors, ça c'est intéressant parce que la question de la rigidité, elle peut effectivement on peut se dire elle n'est pas si rigide que ça l'organisation, puisque la preuve c'est qu'il y a de la dérive. Voilà, terrible. Mais elle a peu d'éléments de marge de manœuvre pour réagir à cette dérive. Peu importe l'origine finalement. c'est de la dérive non gérée. Les lieux, les modalités de décalage. Ça. Le décalage, en fait. Le rendez-vous de priorisation éventuellement. Mais on voit quand même qu'il y a un petit signal à la fin. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit nouveau 14 mois d'attente. 4 mois. 4 mois en avance. C'est énorme. On avance. Mais 4 mois parce qu'il y a une chance. Encore une fois, en fait, c'est pas organisé, ça. C'est la chance, c'est ça, une annulation de rendez-vous. À 8 heures. Alors, j'ai pas été plus loin, effectivement. Ça coûte une blinde à tout le monde parce qu'il faut refaire l'aller-retour, il faut reposer un jour de congé, c'est encore une consulte alors que tout aurait pu très bien être géré à la première. Peut-être donc c'est vraiment un coup de non-conformité tout ça. On peut se donner aussi l'opportunité que ça se passe bien.
Oui, non mais d'accord, mais... Mais on parle C'est- plus loin, parce qu'il y a Mais une on première est déjà rencontre dans qui cette ne s'est pas bien passée. Effectivement. J'aurais besoin d'une démarche qualité dans cet hôpital. On ne sait pas, il y en a sûrement. Bah, en tout cas, elle n'est pas opérationnelle. On en a tous. Il y en a en fait, mais il faut conduire à rigidifier un petit peu les choses pour essayer de. Parce que la finalité qui a été faussée, c'est de voir le plus de monde possible. C'est là où on retombe sur les articulations de ce que vous avez évoqué vous au début, c'est-à-dire que entre voir plein de gens, mais mal parfois, ou voir un peu moins de gens, mais par contre, Mais à pas chaque deux fois, fois. essayer d'avoir une marge, Pas deux de fois, ne oui. pas risquer de devoir les revoir une deuxième ou une troisième fois, voire de ne pas les revoir, mais avec un échec du coup de prise en charge thérapeutique. Est-ce que vous avez pu réfléchir un petit peu au rôle qui a été joué par les différents acteurs? On s'arrêtera là-dessus pour pouvoir conclure sur ce qu'on pourrait changer. Je vous écoute. Moi, j'ai résumé ça par le mot de contrainte. J'ai l'impression qu'en fait, tous les rôles qui ont été joués, en tout cas proposés par les 3 items, c'est des rôles de contrainte. Des embûches. Il n'y a pas eu de facilitation, en fait. Alors, Ni par l'institution, ni par le temps, ni par... il n'y a pas eu des tentatives de facilitation? Oui. Mais elles ne sont pas pleinement assumées. Par exemple, la secrétaire, elle aimerait, mais en fait, elle a peur de se faire taper sur les doigts, elle sait qu'il y a de la tension partout. En fait, l'impression que ça donne intuitive, c'est que le système, il est vraiment déjà sous tension, quoi. Et du coup, quand le système est souple, ça permet un peu plus d'incertitude et d'adaptabilité, là. On a un premier point, c'est vraiment chacun est contraint par l'organisation et contraint aussi par ses propres limites qui se met d'ailleurs, pour éviter de Ça. faire peser sur d'autres ce qui supposerait être une contrainte. Donc, là, dans les solutions, il y a des éléments aussi de dialogue et de discussion sur les finalités qui sont à remettre en place, Sur l'objectif. sur l'objectif partagé. Pour être un peu plus l'avocat du diable, peut-être les rôles, on a l'impression qu'ils ont plus pour faciliter la vie du professionnel ou des professionnels que des malades, quoi. En tout cas, ils visent au moins un peu comme l'exemple que vous donniez tout à l'heure, si je peux me permettre, ils visent aussi un peu à préserver ça. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui pèse dans la balance. Préserver le cadre de travail et un minimum de confort. Sur un minimum. Même l'institution, parce qu'en fait, les professionnels, ils sont pas à l'aise dans leur aussi. Donc le patient, la famille, ils sont clairement pas prioritaires, mais les professionnels qui évoluent dans ce système, je suis pas sûre qu'ils soient. Ils sont pas si à l'aise. Ils sont pas contraints aussi. Ouais. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut s'auto-contraindre finalement en ne voulant pas risquer de faire bouger un peu les lignes sur les professionnels d'à côté, quoi. Vous aviez identifié d'autres choses peut-être? Moi j'essayais de répondre, la manière la plus peut-être synthétique, quel rôle ont joué les contraintes organisationnelles. Pour moi, le rôle principal, malheureusement, ça a été le stress, le développement du stress. Le rôle sur des contraintes de temporalité, ça a généré, avec le reste, mais principalement un discours inadapté, notamment du médecin. Et le rôle sur les postures professionnelles, ça a impliqué un report et non-application de la solution initialement pensée. En fait, c'est ça, c'est-à-dire le nouveau rendez-vous, quoi, qui en soi, sur un plan organisationnel, pour tout le monde, c'est grave, ça. Ça veut dire, en fait, on fait tout, on travaille tous pour un but, mais en fait, le but, il est complètement... Parce qu'il faut tout recommencer, en fait. Ça, c'est hyper grave. Alors ça, en gestion, mais pas qu'en gestion, en sociologie, c'est très étudié aussi, on appelle ça le means over end syndrome, c'est quand les moyens deviennent la finalité, en fait. On met des moyens pour atteindre une finalité, mais petit à petit, on ne pilote plus qu'à travers les moyens. Comment vous dites ça s'appelle ça? Le means over end syndrome, c'est-à-dire les moyens par-delà les fins, en fait. Et donc, du coup, les moyens prennent le dessus sur les fins. L'outil ne suffit pas à la pensée. C'est Tom Peters qui dit ça, un pape du management, gros bouquin de 600 pages. L'outil ne suffit pas à la pensée. C'est-à-dire qu'on est obsédé par l'outil, c'est pas parce que j'ai un bel ordinateur que je sais les gérer mon entreprise. Je suis obsédé par l'ordinateur parce que je suis artisan.
pour faire mes devis, mais il n'y a pas que ça. Puis les indicateurs, Les c'est indicateurs. là où des indicateurs de pilotage peuvent prendre le dessus, en fait, typiquement, ou un process. On va se fier au process. process. Un peu la réaction que vous avez. C'était Oui, possible. oui, Tout à l'heure. on coche la Non, case, mais quoi. ça a été coché. Donc déjà, ça a été coché, ça veut dire que ça a été fait. Et deuxièmement, même si ça a été coché, mais qu'au final, ça ne correspond pas aux besoins, c'est qu'il y a un problème. La réponse ne correspond pas, en fait. Dans tous les cas, ça ne correspond pas. En fait, à ce moment. On ne va pas être accueilli dans un centre de soins, dans un EHPAD, C'est vrai que c'est pour que des cases soient cochées. c'est l'effet pervers de procédure. Mais bon, elles ont quand même beaucoup d'effets positifs. Tout à fait. Mais un des effets pervers, c'est ça. C'est-à-dire C'est le risque que. qu'elles prennent le dessus sur le reste. Voilà. C'est un moyen, c'est pas une fin à la procédure. Exactement. Et par contre, c'est un moyen qui peut être très utile. Oui, Attention, qui est incontournable. Voilà. Qui peut permettre d'atteindre la fin, effectivement. Est-ce que vous aviez identifié d'autres dimensions? Et on clôturera là-dessus, parce qu'après, il faut que je vous fasse faire 3 autres séries de post-it. Ah, il y a encore des post-it à Mais faire. très rapide. Comment vous écrivez là, ce syndrome? Donc c'est MEANS, donc c'est MEANS, Les moyens. over, ENBS, syndrome. Alors, historiquement, ça a été très étudié par les sociologues dans la police, pour le pilotage des forces de l'ordre. Très bien. Des éléments à ajouter? Non? On est bon là-dessus? Oui. Quelque chose sur un homéopathe uniciste que j'ai rencontré à la Croix-Rousse, quelques années, qui racontait toujours une histoire, une allégorie. Vous arrivez, vous disiez voilà, vous disiez pardon, j'ai tel problème, tel symptôme, et le gars était extraordinaire. Il avait sa barbe, il disait, et là il racontait une histoire qui vous raccrochait à ce pourquoi vous êtes extraordinaire. Et du coup, avant de prescrire un seul remède homéopathique, il partait d'une histoire sur laquelle vous vous identifiez. Et ça, c'était un don extraordinaire. C'est une histoire dans laquelle vous pouviez vous projeter, c'est ça? Absolument. C'est ça, Donc, j'ai essayé de le pratiquer, chaque fois ça fait. C'est extraordinaire. Parce qu'il y avait, écoutez, il m'est arrivé quelque chose récemment avec un autre patient, enfin un autre qui est ça et ça. Et avoir une histoire qui ressemble. Et si vous voulez, si vous allez dans la mythologie, si vous allez dans des histoires, des contes surtout, vous trouvez plein d'histoires. Oui, qui peuvent permettre des Ah oui. Alors, ce que je vous propose pour participer à la fresque collective,